Ok, donc bien le bonjour. Donc, je m'appelle Laurent Cédric. Comme l'a dit Monsieur Duchâteau, donc moi je suis responsable de toute la partie du testing musculaire au sein du CAPS. Donc je suis en complémentarité de ce que lui vient de présenter, dans le sens où vous allez voir, je vais faire plusieurs rebondissements par rapport à ce qu'il vient de faire, ou plusieurs rappels, on va dire. Mais par contre, je vais plus mettre ça en application, donc pas vis-à-vis du renforcement musculaire, mais comment vous allez évaluer le renforcement musculaire que vous aurez mis en place dans votre sport, en fonction de si vous avez des jeunes, si vous avez des adultes, quelle que soit la catégorie que vous allez entraîner ou que vous entraînez. Donc la première chose qui est très importante, cette image paraît un petit peu anodine, mais je pense qu'elle est quand même extrêmement importante, c'est que lorsque moi je vais tester un jeune, un adulte et quelle que soit sa discipline, ici par exemple vous voyez pour certains, vous avez des boxeurs, donc Riyad Mehri et Bilal Ben Sidi, vous avez une sauteuse en hauteur, Claire Orcel, vous avez un sportif en jiu-jitsu, tennis. Voilà, il y a un peu de tout. Mais par contre, ce qui est vraiment très intéressant au niveau de ces différentes photos, c'est que, à part sur cette photo-ci et cette photo-ci, ce sont les deux seules photos où vous avez un suivi des résultats en direct de la part du préparateur physique, voire de l'entraîneur. Ce qui se passe très souvent, c'est que quand des sportifs viennent chez nous, ils viennent très souvent seuls, parce que l'entraîneur, le préparateur physique ont demandé à ce qu'ils viennent faire des tests. On leur envoie les résultats après ça, en leur spécifiant bien que si vous avez la moindre question concernant les résultats, il n'y a aucun problème. Sauf qu'une fois qu'on les interroge un petit peu en leur demandant, ben voilà, au niveau du sportif, qu'est-ce que tu as fait, ceci, cela, est-ce que par rapport aux résultats qui ont été donnés, est-ce que ça a été dans le sens justement d'une amélioration de tes performances? On a beaucoup de sportifs qui viennent nous dire, je n'étais pas au courant des résultats, soit j'en discute, mais j'ai l'impression que mon entraîneur ou mon préparateur physique est très fermé, ne veut pas divulguer les informations. Okay, et j'ai même une fois eu le cas où une sportive vient en disant je suis venu sans que mon entraîneur ou mon préparateur physique ne soit au courant. C'est là un petit peu dommage actuellement, alors qu'on essaie de tout mettre en place justement pour essayer d'aller dans la spécificité, pour améliorer la performance et tout, d'avoir si peu de suivi direct, de retour direct de la part justement des staffs qui encadrent le ou les sportifs. Okay. Donc ici, là où moi je vais intervenir, c'est dans un premier temps, vous allez voir que parmi tous les résultats qui vont sortir, c'est vrai que très souvent on va parler de performance. Okay, donc ça va être des valeurs qui vont être chiffrées. Donc on va pouvoir dire, ben voilà, on a telle valeur de saut, on a telle valeur d'élasticité, d'explosivité, de force, de puissance, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Donc forcément, ce qui va se passer, c'est que la première chose, celle qui va être, donc la donnée qui va être au centre de tous ces résultats, c'est ce qu'on va appeler la performance. Mais cette performance va être modifiée par différents facteurs qui vont pouvoir être soit mesurables, soit non mesurables. Donc, par exemple, ici, vous avez différents facteurs qui sont tout à fait mesurables. Donc, par exemple, les facteurs psychologiques, biomécaniques, morphologiques, physiologiques sont des facteurs qu'on sait mesurer. Donc, pas nécessairement tous chez moi, puisque vous avez mon collègue de l'UCL, Nicolas Benoît, qui lui s'occupe de toute la partie métabolique. Et vous avez Liège également qui vient se rajouter pour tout ce qui est partie analyse du mouvement et ainsi de suite. Mais donc, tous ces paramètres sont des paramètres qui vont être ce qu'on appelle mesurables, quantifiables. D'autres paramètres ne le sont pas. Et à ce moment-là, sont vraiment propres à ce moment-là à l'athlète ou aux athlètes en tout cas. Ceux-ci sont la technique, le style, la tactique, qui à ce moment-là n'est pas spécialement propre au sportif, mais plutôt à l'entraîneur qui met quelque chose en place avec le sportif. Et le dernier paramètre qui est sûrement le moins mesurable d'entre tous, c'est le facteur chance. Okay. Ensuite, vous avez des différents lieux de test où nous allons pouvoir effectuer justement cette mise en place de batteries, qui sont au nombre de 3 principalement, on va dire. Vous avez la partie qui est bien sûr en compétition, sur le terrain et en laboratoire. Alors, vous vous rendez bien compte qu'on a certains appareils qui sont tout à fait propres au laboratoire, tout simplement parce qu'ils sont intransportables. Okay. Vous en avez d'autres qui sont transportables, à ce moment-là, on peut l'effectuer sur le terrain, voire même plus spécifiques, ou dans ce cas-ci, quand Liège était allé analyser de manière vidéo les championnats de Belgique en natation. Donc voilà, ça c'est une autre spécificité qui peut être mise en place. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne peut pas mesurer certaines choses en laboratoire et sur le terrain. On aura plutôt tendance à dire que ce qu'on mesure sur le terrain va être assez global, on va dire, et si on veut rentrer dans la spécificité, on ira en laboratoire alors à ce moment-là. Maintenant, mettez-vous également ça dans l'esprit, il y a peut-être beaucoup d'entraîneurs de sport collectif ici. Par exemple, quand on va tester les basketteurs à jambes au centre,
vous imaginez bien que faire venir 50, 60 jeunes en laboratoire dans un laps de temps excessivement court pour pouvoir tous les tester et essayer d'en avoir un maximum en même temps, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, on est obligé d'aller sur place. On perd en spécificité, mais on peut tester une plus grande partie de population. A l'inverse, dans les sports individuels, c'est nettement plus facile, en athlétisme, en escrime, tous ces sports-là, que l'athlète se déplace pour venir effectuer les tests. Alors, ici, je vais assez grandement survoler cette slide, mais je pense que c'est très important déjà de savoir un petit peu dans quel type de sport, d'un point de vue gestuel, on va se situer. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez vous rendre compte qu'en fonction des efforts effectués par le sportif, il y aura peut-être certains tests qui seront plus adéquats que d'autres. Okay ? Je vais prendre typiquement un exemple. Vous allez demander à un nageur, par exemple, de simplement faire des bonds. De prime abord, vous allez dire, moi, il nage, il est uniquement dans une composante verticale, excepté s'il démarre d'un plot. À ce moment-là, oui, il y a un saut qui se fait vers l'avant. Donc, à ce moment-là, on pourrait se poser la question, est-ce que ça a une utilité de faire des tests pliométriques ou pas ? Je vous dirai oui, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, mais c'est vrai que de prime abord, comme ça ne saute pas aux yeux. Donc, bien sûr, au niveau gestuel, au niveau des sports, vous avez deux grands groupes, on va dire. Vous avez bien sûr les acycliques et les cycliques, comme les dessins le représentent, je ne peux pas faire plus clair, je pense, mais également en fonction de l'effort qui va être réalisé. Vous allez prendre des exemples très courants, comme par exemple en basket ou dans énormément de sports collectifs. Vous allez avoir des efforts qui vont être intermittents. Vous allez avoir un effort important, une petite phase d'arrêt, une phase importante, une phase d'arrêt, et ainsi de suite. Vous allez avoir des sports comme les sprints, où vous allez être, par exemple, sur un 100 mètres à intensité maximale depuis le début. À l'inverse, vous allez avoir des sports comme l'endurance, où ce n'est pas vraiment un effort maximal à un moment précis, mais plutôt un effort qui va être continu, c'est-à-dire un effort qui va se faire, comme en cyclisme par exemple, on va dire sur des longues durées, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même plus d'efforts. Ce qui va être important pour nous, c'est en analysant ça avec le staff et le sportif, ou les sportifs concernés, de voir justement, lorsqu'on veut mettre en place une batterie de tests, comment essayer de la rendre la plus spécifique pour tester le mieux possible le sportif. Il y a beaucoup de sports que beaucoup de gens connaissent, mais il y en a d'autres qui le sont nettement moins. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des sports de combat. Ce n'est pas parce qu'on a des judokas et des karatékas que c'est la même chose. Vous allez prendre le jiu-jitsu, c'est encore différent. Vous avez du jiu-jitsu où vous avez le newaza et le jiu-jitsu brésilien. C'est complètement différent également. Donc, ce sont toutes des choses que nous, on va devoir prendre en compte lorsqu'on fait une batterie de tests. Il y aura des tests généraux et des tests qui seront un peu plus spécifiques, justement, liés à la discipline. Alors, d'un point de vue, justement, suivi scientifique, comment est-ce qu'on va mettre en place cette batterie de tests ? Vous avez d'abord, dans un premier temps, forcément, une observation qui va devoir se faire sur le terrain, vis-à-vis du sport. Mais également, combiner ça avec tout ce qu'il peut y avoir d'un point de vue littérature, et bien sûr, se renseigner auprès d'experts dans cette discipline. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on aura réuni toutes ces informations, c'est bien sûr de mettre en place une batterie de tests générale et spécifique. Une fois que cette batterie de tests est mise en place, il va falloir la mettre sur le terrain. Il va falloir la mettre en place sur le terrain et essayer de lui donner une valeur scientifique. Donc bien sûr, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le choix, l'élaboration et la validation des mesures que vous avez faites, elles doivent être les plus congruentes possibles. Mais bien sûr, après, il faut un return justement de toutes ces données-là et de voir s'il n'y a pas moyen de modifier cette batterie de tests mise en place précédemment. D'accord ? Ça veut dire que des batteries de tests qui ont été mises en place ici maintenant il y a 10 ans, de par l'évolution du matériel, de par l'évolution de la discipline, je prends l'exemple du taekwondo par exemple, où maintenant vous avez un changement de règlement qui s'est fait, où avant il suffisait de toucher l'armure pour simplement déclencher un signal, maintenant c'est plus simplement le fait de le toucher, mais maintenant il faut taper. D'accord ? Donc ça veut dire que maintenant il y a un facteur de force, de puissance supplémentaire qui va se mettre en place. Ce qui veut dire que d'un point de vue tactique, sportif, ça va complètement changer la donne. Les entraînements vont être différents. Et donc ça, il va falloir que nous, on le prenne en compte également quand on testera les sportifs. Alors ici, vous avez par exemple donc, la machine Ariel, qui est une machine que j'ai en laboratoire, qui est une machine qui va principalement pouvoir tester les sportifs sur deux choses. Vous allez avoir un profil de force-vitesse et de puissance-vitesse qui vont pouvoir être mis en place, mais comme vous le voyez, uniquement sur des mouvements verticaux. D'accord ?
Donc, l'intérêt ici, ça va surtout être de voir, on va qualifier ça bien sûr de, comment dire, de machine testant de manière générale le sportif, donc sur un exercice de squat, de demi-squat plus exactement, de développé couché, de tirage. Et donc, ces deux profils qui vont être mis en place, lorsqu'on le renseigne auprès du staff et des sportifs, c'est de voir un petit peu comment modifier ces différents rapports. Pourquoi? Simplement parce qu'on va peut-être se rendre compte que par rapport à d'autres sportifs dans la même discipline, le sportif manque un peu de force, manque un peu de vitesse, manque un peu de puissance. Voilà, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est là-dessus qu'on va principalement insister. Donc ici, vous avez un exemple avec donc, Thomas Nikiforov exécutant un exercice de demi-squat. Et donc ici, au niveau de la machine, ce qui va être principalement intéressant à comprendre, c'est qu'on va parler d'une machine isocinétique. Alors, une machine isocinétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous effectuez un mouvement à même vitesse. Alors, ne confondez pas ça avec un Cybex. Okay? Le Cybex, il bouge. Ici, cette machine ne bouge pas si vous ne bougez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de cette machine, on va vous imposer une vitesse maximale que le sportif va devoir atteindre. Alors, on se rend bien compte qu'en fonction de la discipline, des vitesses très importantes chez quelqu'un qui effectue des sports à charge lourde, comme par exemple des judokas qui sont très lourds et ainsi de suite, c'est pas vraiment là-dedans qu'ils vont performer. Et à l'inverse, des vitesses qui sont très très faibles, donc comme si vous avez une résistance très importante sur vous, mais par exemple des escrimeurs, ils vont pas réussir à performer à ce stade-là. C'est pas ça qui est important. Ici, ce qui va être important, c'est de voir sur un panel de vitesses, donc si vous voulez, un panel de résistance imposée aux sportifs, comment est-ce qu'il va se débrouiller, et de pouvoir déterminer des valeurs moyennes de force, maximales de force, et également au niveau puissance. Ce qui va se passer ici, donc voilà le type de profil que vous allez obtenir. Vous avez donc un profil de force-vitesse qui se situe ici, et un profil de puissance-vitesse qui se situe ici. Une donnée supplémentaire où j'y reviendrai un petit peu plus tard au niveau de l'angulation du pic de puissance. Ce qui va se passer, c'est que vous vous rendez bien compte que les vitesses excessivement rapides imposées et au plus vous vous dirigez vers des vitesses extrêmement lentes, vous vous rendez bien compte que la force va devoir augmenter pour mobiliser cette résistance. Okay? Donc ça veut dire qu'on attend quoi? Que simplement la force du sportif augmente. Ça, c'est une première chose. En parallèle, vous allez avoir la puissance qui va atteindre un pic à un certain moment. Pourquoi? Parce que la puissance, c'est un rapport, une multiplication de la force et de la vitesse. Donc il y a un moment, quand vous mettez ces deux facteurs ensemble, vous atteignez ce qu'on appelle ce pic de puissance. Alors ce pic de puissance, en quoi il va être important? Normalement, ce pic de puissance, chez un athlète qui est correctement suivi, on va dire entraîné, devrait être en adéquation avec sa discipline. C'est-à-dire qu'un escrimeur, par exemple, si j'obtenais son pic de puissance à des vitesses très très basses, je dis il y a un problème alors à ce moment-là. C'est quelqu'un qui doit justement être excessivement explosif, sauf que lui, là où il est le plus puissant, c'est comme s'il avait des résistances très très lourdes sur lui. Donc c'est comme s'il travaillait avec des gilets lestés, tout ce que vous voulez. Ça n'a aucun sens. À l'inverse, vous allez prendre quelqu'un qui justement a besoin d'être comme en haltérophilie, avec des charges excessivement lourdes, mais être rapide. S'il a son pic de puissance à des vitesses très 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 rapides, on va dire qu'il y a un problème à ce moment-là. C'est que d'un point de vue justement mise en place du renforcement musculaire, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, ou pas fait correctement. Et donc à ce moment-là, les données qui sont obtenues ici, lorsque je les remets en rapport, il y a un commentaire qui explique simplement comment est-ce qu'il faudrait essayer justement de modifier la chose. D'où l'intérêt à ce moment-là, de la part du préparateur physique et de l'entraîneur, d'avoir ce suivi sur l'année du sportif, parce qu'avec ces données-là, s'il faut modifier l'entraînement, ou en tout cas la préparation physique, l'intérêt, c'est de le modifier et de revenir tester le sportif après cette modification pour voir si le changement justement de préparation physique a porté ses fruits. Okay? Donc bien sûr, ça se fait sur une année, mais également sur plusieurs années. Okay? Alors, oui, j'ai oublié bien sûr de spécifier ici, au niveau de l'angulation, donc simplement, vous avez donc votre pic de puissance ici chez ce sportif-là, qui est obtenu plus ou moins sur une angulation de 150, 155 degrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où la personne va pousser sur un exercice de demi-squat, c'est plus ou moins à cet angle justement d'ouverture de genou qu'il a ce pic de puissance. Est-ce que oui ou non, de nouveau, c'est en lien avec sa discipline? Je vais reprendre le cas par exemple du judo. On a par exemple Thomas Nikiforov qui lui a une angulation de genou qui est très grande, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui combat de manière très
droit au niveau des jambes. Et Joachim Bottieu, à l'inverse, lui, c'est très bas. Il est arrivé une fois, par exemple, qu'après blessure, Thomas Nikiforov vienne chez nous et son pic de puissance, il l'avait obtenu toujours à la même vitesse, toujours avec la même force, la même puissance, mais il se situait plus vers des angles excessivement fléchis, ce qui ne lui correspondait pas dans sa manière de combattre. Okay, et donc c'est quelque chose qui a dû être mis en place à ce moment-là d'un point de vue préparation physique pour recorriger ça, ce qui a été fait. Alors ici par exemple vous avez donc professeur Miller qui, pour ceux qui le connaissent, qui avait mis donc en place ce graphique, qui je pense est intéressant d'un point de vue principalement puissance ici. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, ce pic de puissance va faire intervenir et la force et la vitesse. Sauf que, bien sûr, vous allez toujours avoir un paramètre qui va être plus important que l'autre. Et ça, comment vous allez simplement le distinguer? Au moment où vous obtenez votre pic de puissance, quand vous avez un pic de puissance élevé, mais du côté de vitesse importante, vous savez bien sûr que c'est la vitesse qui va être le facteur dominant pour déterminer cette puissance. Et à l'inverse, bien sûr, si c'est à des vitesses lentes, c'est principalement le paramètre de force donc, qui va intervenir. Okay, donc vous aurez une puissance maximale, une puissance de force, une puissance explosive, si vous voulez, en fonction de si vous vous situez de ce côté-ci ou de ce côté-là au niveau du graphique. Okay. Alors ici, par exemple, pour situer donc 3 gros points au niveau de ce même graphique, et de manière à un petit peu vous remettre en situation justement par rapport au renforcement musculaire. Les 3 grandes zones qui vont être justement déterminées sur ce profil puissance-vitesse seront donc une puissance lente, puissance moyenne et puissance rapide. Bien sûr, en fonction de l'endroit que vous allez devoir travailler, on va dire, mais forcément par rapport aux charges de travail que vous allez avoir, cela sera complètement différent. Si par exemple vous dites, ok, c'est vrai que mon sportif a une bonne puissance moyenne, mais moi j'aurais plutôt tendance à vouloir le bouger vers ici, son pic de puissance, donc vers justement des vitesses lentes, des résistances plus importantes, vous aurez principalement tendance à vous diriger vers un travail à charge relativement lourde, okay, toujours en ayant bien sûr, pour avoir le moins d'impact négatif sur la vitesse, toujours en ayant une exécution à vitesse maximale de l'exercice. A l'inverse, vous voulez délocaliser ce même pic de puissance vers des vitesses rapides, à ce moment-là, vous serez sur un travail justement à des charges inférieures à ou égales à 40%. D'accord? Alors, ici par exemple, j'ai repris en situation le cas d'un sportif qu'on a testé sur une année complète. Là, vous avez par exemple le sportif qui, d'un point de vue profil de force-vitesse, j'ai oublié juste de spécifier une petite chose. Pour les puristes, c'est vrai que ici, la force moyenne va être exprimée en kilos, alors que normalement, toutes les forces sont exprimées en newtons. Okay. Pourquoi je l'exprime en kilos? Tout simplement parce que, de manière à vulgariser un petit peu les résultats qui sont donnés au niveau du sportif et du staff, c'est beaucoup plus facile, justement, à ces personnes de pouvoir remettre en situation, on va dire, sur des exercices de tous les jours, des charges, enfin en tout cas des forces en kilos. Si je devais exprimer des forces en newtons, s'il faut les remettre en place sur le terrain, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Okay, donc c'est pour ça qu'ici, donc excusez simplement du changement, mais donc c'est simplement une vulgarisation. Et donc ici, de manière à avoir une meilleure compréhension des données, cette force moyenne est exprimée en kilos. Okay. Donc ici, au niveau du profil de force, vous voyez simplement que par rapport à donc la ligne la plus claire, on va dire, donc en septembre 2014 par rapport à la plus foncée août 2015, il y a une évolution de la force qui s'est faite, okay, qui ne paraît pas énorme, je ne dis pas le contraire, mais il y a quand même une évolution qui s'est faite principalement à des vitesses importantes. Okay, donc somme toute, on aurait principalement, en tout cas au vu du profil comme celui-ci, juste basé sur la force, c'est un sport où les résistances ne sont pas spécialement importantes. Donc on va principalement parler par exemple d'escrimeurs, okay, qui ont un profil qui est vraiment dans ce sens-là. Même chose au niveau de la puissance, cette évolution se fait de la même manière, c'est-à-dire que vous avez un pic de puissance qui s'est délocalisé vers des vitesses plus importantes et qui aura également augmenté. Donc si maintenant on décortique un petit peu la chose, de 3 manières. Donc la première, c'est vous vous remettez en situation, vous avez votre sportif qui va suivre un entraînement qui sera principalement, donc, dans ce cas-ci, une préparation physique générale, okay, avec des charges relativement conséquentes, okay, puisque vous voyez qu'on arrive proche même des 100%.
et donc justement un profil qui va se modifier de la sorte. Puisque vous insistez principalement sur la force, comme je vous l'ai dit sur la slide précédente, ici, on est principalement sur des charges aussi importantes, donc vous allez avoir une délocalisation de ce pic de puissance qui va se faire justement sur la gauche. C'est bien ce qu'on a ici, et qui sera légèrement augmenté. Et c'est ce que vous renseigne également le profil de force ici. Ensuite, on évolue dans la préparation physique. On ne parle plus de préparation physique générale, mais bien cette fois-ci orientée. Et donc à ce moment-là, vous avez un travail différent qui va être mis en place, avec donc justement toujours un travail avec des résistances importantes, mais une spécificité qui va se rajouter maintenant, qui va être travail de bonds divers et pliométriques. Donc à ce moment-là, on va avoir petit à petit une transition vers le terrain. Donc, vous allez avoir toujours une augmentation de force qui va se faire, okay, mais par contre, justement, cette transition vers le terrain va faire que vous allez non plus augmenter uniquement la force, mais cette fois-ci, vous allez peut-être l'augmenter un petit peu moins, mais augmenter également la vitesse. Donc à ce moment-là, l'augmentation va se faire de manière un petit peu moindre, on va dire, okay, mais là, étant donné que vous vous rapprochez d'une certaine spécificité, vous allez donc de nouveau avoir ces petites augmentations qui seront un petit peu moins importantes, mais qui vont se diriger petit à petit vers une spécificité de la discipline, en pré-compétition, et ainsi de suite. Et le dernier point, où là, à ce moment-là, on est vraiment à l'entame des compétitions, voire même en compétition, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez ces différents profils qui vont à peine bouger. Pourquoi? Simplement parce que c'est plus à ce moment-là qu'on modifie complètement le profil du sportif, mais qu'on va justement chercher à modifier un petit paramètre qui va nous permettre de gagner, exemple en sprint, le petit centième de seconde qui va bien. Okay, juste pour obtenir une qualification, par exemple, ou que sais-je. D'accord? Donc à ce moment-là, on est vraiment sur de la spécificité, donc de la préparation physique spécifique. Alors, autre point, autre appareil, on va dire, qui va pouvoir être utilisé également. Vous en avez deux dans ce cas-ci, vous avez ce qu'on appelle un ergopower et un capteur de déplacement. L'ergopower, si vous voulez, va de manière très superficielle, on va dire, remplacer la machine arrière, que je viens d'expliquer ici, mais sur le terrain. Sauf que là, on ne va pas parler d'un profil de force-vitesse, mais de charge-vitesse. Typiquement, c'est le genre de petit boîtier que vous allez mettre par exemple sur une barre pour effectuer des développés couchés, par exemple. Où là, c'est très simple de dire, ben voilà, vous savez la charge qui est mise sur la barre, on va dire par exemple 40 kg, et vous allez demander simplement au sportif de faire un développé couché le plus rapidement possible. C'est ce que l'appareil va permettre de calculer avec un petit vérin, simplement de voir à quelle vitesse vous mobilisez cette charge. Vous pouvez évoluer dans les charges, bien sûr. Typiquement, c'est ce qu'on faisait par exemple avec le rugby d'Arnaud Lally, donc le centre de formation à Liège. Il venait être testé, donc moi j'arrivais sur place, je l'ai testé en développé couché et en demi-squat. Et on les faisait passer à la chaîne en disant, voilà, maintenant 20 kg, 30 kg, et tout le monde passait. Et on évaluait justement chacun des athlètes d'un point de vue profil charge-vitesse, mais également puissance-vitesse. Okay, donc ici, par exemple, vous avez typiquement le genre de paramètres de calculs qui auront été effectués, donc avec une mobilisation de charge évolutive. Okay, les vitesses qui vont être obtenues, donc dans ce cas-ci, bien sûr, c'est d'un seul sportif. Les puissances également qui vont être calculées, et le profil justement donc, qui va être mis en place. Bon, ici, je n'ai représenté que la charge-vitesse, mais le profil de puissance-vitesse, comme vous l'avez vu précédemment au niveau de la machine arrière, ça sera le même principe. D'accord? Donc ici maintenant, dans le cadre du rugby, c'était important. Pourquoi? Parce qu'en rugby, vous avez différents postes, bien sûr, sur le terrain. Ils ne font pas tous la même chose. Vous avez des piliers, vous avez des ailiers, que sais-je. Donc forcément, vous n'avez pas demandé la même chose. Vous avez par exemple des piliers qui auront tendance à aller même à des charges encore plus importantes à mobiliser. Vous allez prendre ceux qui sont sur les ailes, forcément nettement moins. Okay, ça permettait simplement d'avoir un suivi également uniquement musculaire de force de la part d'Arnaud Lally, qui était demandeur justement de ce genre de choses. Et donc à ce moment-là, vous voyez qu'on peut être également à l'écoute des demandes faites par la fédération, l'entraîneur, préparateur physique, justement, pour certains points pour lesquels ils sont demandeurs. Alors, et le petit capteur de déplacement qui est ici est utilisable également forcément dans le même principe, un petit peu plus complexe à utiliser, mais c'est également le même genre d'appareil. Alors, au niveau, donc ici, je vais parler d'autres appareils qui seront, comme vous pouvez le voir ici, des tests qui seront sûrement plus effectués, enfin, du moins plus facilement effectués sur le terrain, mais qui sont tout à fait réalisables en laboratoire. Okay, donc, vous connaissez tous l'OptoJump, le myotest, le tapis de Bosco, qui
travaillent un petit peu de la même manière, okay, et de tests un peu plus spécifiques comme les cellules photoélectriques et les starting blocks. Alors, dans le cas d'OptoJump, par exemple, donc vous avez une ancienne version, une nouvelle version de l'appareil. Le principe de OptoJump, ça va être quoi? Ça va être de principalement déterminer donc des hauteurs de saut. Alors, ces hauteurs de saut, de prime abord, comme ça, en laboratoire, ce n'est pas vraiment ça qui va nous intéresser parce qu'on va utiliser un autre appareil avec. Sur le terrain, c'est une manière très facile de pouvoir effectuer différents types de sauts, de mesurer certains indices au niveau des athlètes et justement d'avoir un suivi continu de ces athlètes. Donc ici, par exemple, vous avez... Je ne sais pas si je peux... Donc, excusez-moi pour les vidéos qui sont juste à l'envers. Vous avez un exercice ici donc de squat. Donc c'est un exercice en fait qui va se faire en ayant les mains aux hanches, en ayant une position basse à 90 degrés et stabilisée, donc complètement à l'arrêt. Quand vous effectuez ce saut, vous mettez en place uniquement une puissance brute. C'est-à-dire qu'il y a uniquement d'un point de vue musculaire que vous allez travailler. Vous sautez le plus haut possible. Donc l'exécution demande à ce que quand vous sautiez, vous ayez les jambes bien droites, vous retombez dans l'OptoJump. Vous avez une hauteur de saut qui va être calculée par rapport à un temps de vol. Donc en gros, le temps que vous avez passé en l'air. Okay, ça, c'est une première donnée que vous allez avoir. Le sportif, par exemple, saute 40 cm. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée que vous allez avoir, c'est dans le cas d'un contre-mouvement cette fois, où là, la personne va directement descendre et remonter. Donc là, vous allez avoir un paramètre supplémentaire qui va intervenir, qui va être l'élasticité. Donc l'élasticité musculo-tendineuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, d'un point de vue hauteur, il va y avoir une augmentation du temps de vol et donc une meilleure hauteur qui sera obtenue parce que non seulement vous faites intervenir la puissance brute lors d'un squat, mais en plus les structures élastiques. Okay, la troisième donnée, normalement, que vous allez pouvoir avoir ici, je ne l'ai pas exprimé, mais c'est simplement le travail de coordination où vous allez rajouter justement un mouvement de bras sur cet exercice de contre-mouvement. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça va nous servir à quoi? Eh bien, je vous l'ai dit, par exemple, en laboratoire, on va travailler encore avec un autre type d'appareil couplé à ça. Sur le terrain, ça veut dire tout simplement qu'on va avoir différents indices qui vont pouvoir être obtenus. Le premier indice que vous allez pouvoir obtenir, c'est le contre-mouvement sans bras moins le squat jump, en termes de performance de hauteur de saut, va vous donner un indice d'élasticité. Donc en gros, de manière très générale, on va dire, à quel point l'élasticité vous permet de mieux performer. Donc l'élasticité musculo-tendineuse. Okay, théoriquement, chez la plupart des sportifs, il devrait y avoir une augmentation, c'est-à-dire que cet indice ne peut pas être égal à 0 ou négatif. Okay, le deuxième indice ou coefficient que vous allez obtenir, c'est ce coefficient de coordination qui va faire que ce travail de contre-mouvement avec bras moins ce travail de contre-mouvement va vous donner donc un indice de coordination. À quel point votre coordination bras-jambes vous permet de mieux performer par rapport à la même situation sans les bras. Okay, alors, normalement, de nouveau, chez beaucoup de sportifs, cette augmentation devrait avoir lieu. De nouveau, je rebondis par exemple sur ce que M. Duchâteau vous a dit concernant les jeunes. Forcément, quand vous avez des adultes qui ont déjà eu une préparation physique derrière, qui ont déjà eu des exercices de bond, de pliométrie et ainsi de suite, qui ont cette connaissance gestuelle, c'est bel et bien le cas. Chez les jeunes, qui n'ont pas l'habitude de le faire, ou en tout cas pas de manière assez régulière, ça ne sera pas nécessairement le cas. Donc bien sûr, les résultats que vous allez obtenir, vous allez les exprimer avec une certaine retenue, en spécifiant bien que, voilà, petit manque de gestuelle, ou simplement, ce qui peut également énormément différencier les différents indices, c'est en fonction de l'endroit où vous allez le faire. Donc par exemple, vous allez prendre le cas de la gymnastique. La gymnastique, si vous effectuez ces tests de pliométrie sur un terrain comme celui-ci ou sur du béton, vous perdez en spécificité, alors que normalement, ils font ça sur un praticable. Sauf que si vous faites ça sur un praticable, vous ne mesurez pas, on va dire, cette donnée qu'amène le praticable en plus d'un point de vue valeur. Donc, d'un point de vue reproductibilité, quand vous faites un test quelque part, essayez de toujours le faire dans les mêmes conditions. Okay, vous décidez de faire ces tests-là sur un praticable en gymnastique, très bien, mais vous devez toujours le faire sur ce praticable alors à ce moment-là. Okay, même chose par exemple pour les sports collectifs, ça arrive très régulièrement de pouvoir jouer dans des salles où il y a du parquet, des salles où il y a du vinyle, où il y a du béton, voilà, que sais-je.
Okay, on a effectué une fois des tests pliométriques, par exemple, au Luxembourg, à la Coque, pour ceux qui connaissent en athlétisme. C'est une piste indoor avec du bois en dessous. À côté de ça, vous allez le faire sur une piste d'athlétisme en extérieur, vous êtes sur du tartan. Ce n'est pas la même surface non plus. Okay, donc, vous allez me dire, ouais, mais à quel point ça peut jouer? De nouveau, si vous voulez être vraiment le plus précis possible, le plus reproductible possible, c'est le faire, bien sûr, au même endroit, dans les mêmes conditions. Alors ensuite, vous avez un autre type de test qui sera le drop jump, qui est donc un test avec un saut donc en contrebas. Donc, toujours test pliométrique, où là, vous allez simplement mesurer quelle est la qualité des chevilles, justement, de votre sportif. Alors dans ce cas-ci, vous avez vu que la hauteur était relativement basse, on tombait de 20 cm. On peut augmenter bien sûr cette hauteur, et ça bien sûr c'est à vous à le définir. Donc ça peut être 20 cm, 40 cm, 60, 80, voire même 1 mètre, avec de nouveau une spécificité. Si vous tombez depuis des hauteurs relativement faibles, vous aurez tendance à avoir des sportifs qui n'auront pas spécialement des contraintes importantes, comme par exemple, je vais prendre le cas du basket ou du volley, il y a une hauteur bien sûr importante, mais là où vous allez tomber de 80 cm à 1 mètre, vous allez surtout vous diriger par exemple vers des triples sauteurs par exemple. Pourquoi? Parce que simplement, le rebond que vous allez avoir là ne sera plus un rebond purement cheville, vous allez avoir une intervention cuisse qui va également être importante, mais qui va être spécifique à cette discipline. D'accord? Donc à ce moment-là, il faut bien voir un petit peu ce que vous allez vouloir mesurer exactement. Si c'est purement une qualité cheville, il faut bien sûr vous situer sur des hauteurs relativement basses. Okay? De nouveau, c'est lorsqu'on demande même à des sportifs déjà de haut niveau et qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, très souvent, au début, ils cafouillent un petit peu d'un point de vue exécution. Et au moment où ils tombent, ils se rendent compte qu'ils fléchissent quand même les jambes. Okay, est-ce que c'est une certaine forme de protection possible? Et donc, il faut leur faire plusieurs fois l'exercice avant qu'ils comprennent comment l'exécuter correctement. Okay, et donc, par rapport à ce type de saut que vous allez pouvoir effectuer, vous allez obtenir un indice de réactivité qui va être obtenu comment? Simplement en faisant un ratio entre votre hauteur de saut par rapport à votre temps de contact. Okay, donc, par exemple, quelqu'un qui devrait obtenir un indice, je vais prendre l'exemple de Frédéric Honneux que vous avez vu ici, c'est quelqu'un qui, en tant que décathlonien, doit avoir une très bonne réactivité en cheville. Okay, et donc, à ce moment-là, on va obtenir certaines valeurs qui vont être influencées par une hauteur et un temps de contact. Mais qu'est-ce qui va être important? Il ne peut pas être super bon en hauteur et super bas en temps de contact. Il y a un moment, il y a un des deux paramètres qui va prendre le dessus sur l'autre, si vous voulez. Et donc, vous allez insister sur quoi? Est-ce qu'il est plus important qu'il ait un temps de contact très court ou est-ce qu'il y a une hauteur très élevée? Ou bien simplement essayer d'avoir la hauteur la plus élevée et le temps de contact le plus court. Okay, donc de nouveau, ça c'est très bien de demander par exemple que votre sportif vienne faire des tests chez nous, mais après, qu'est-ce que vous allez en faire derrière? Okay, donc on est tout à fait disponible pour répondre à vos questions, vous aider, tout ce que vous voulez, mais après, il faut bien sûr qu'il y ait une utilité derrière, justement concernant ces tests. Alors ici, autre type de test qu'on peut effectuer avec ce même OptoJump qui est un test d'endurance de force. Endurance de force, pourquoi? Parce qu'ici, vous allez avoir une répétition de bond, donc de pliométrique, avec un travail, vu le temps de contact au sol, qui sera un travail en cuisse. Okay, un temps de vol qui va pouvoir donner une hauteur de saut et une puissance qui sera obtenue. Okay, alors, quand vous allez regarder ces valeurs-là, la manière de l'exprimer, on va dire, simplement de comprendre la chose, c'est que moi, je vais exprimer simplement le graphique en termes de chute de puissance. Donc simplement, voilà, au cours de 10 bonds, donc sur un travail de plus ou moins entre 12 et 15 secondes de travail, de combien chute la puissance chez ce sportif. Mais après ça, au-delà de ces données-là, ce qui va être aussi important, c'est de voir, oui, mais peut-être qu'il a une très bonne puissance et qu'il ne chute pas. Mais à l'inverse, qu'il a un temps de contact très conséquent au sol. Ce qui pourrait traduire un certain écrasement au sol à chaque fois. Donc ça veut dire que malgré un écrasement, il arrive quand même à bien rebondir, mais donc est-ce que ça ne serait pas mieux de pouvoir travailler cet exercice-là en diminuant justement ce temps de contact, mais en gardant cette même puissance, on va dire. Okay, donc de nouveau, à ce moment-là, il faut ce suivi justement annuel du sportif et également entre les années pour voir justement une évolution vers justement l'élite, vers les meilleures performances mondiales. Alors, ce que je vous disais ici, par exemple, par rapport à l'OptoJump, ce qu'on fait en laboratoire, c'est que cet OptoJump va être couplé à ce qu'on appelle une plateforme de force.
À la plateforme de force ici, vous allez avoir en fait 4 jauges de contraintes donc, qui vont se situer à chaque coin de cette plateforme de force. Cette plateforme de force va nous donner quoi? L'Opto Jump vous donne une hauteur de saut, c'est très bien. Ça permet d'avoir une certaine également motivation au niveau du sportif, parce qu'il sait ce qu'il a fait sur le terrain, si on a eu l'occasion de le tester sur le terrain. Et puis on voit en laboratoire, après X semaines d'entraînement, ce qu'il peut faire. Et il va dire, ah, j'ai fait un petit peu mieux, donc il va falloir que je saute. Donc ça, j'ai envie de dire, dans un premier temps, c'est principalement motivationnel. Nous, ce qu'on va en tirer au niveau de la plateforme de force, c'est surtout de voir la quantité de force qu'il va pouvoir mettre en place, quel que soit le type de saut que vous avez vu ici en vidéo, et en combien de temps. Donc de nouveau, forcément, vous avez certains sportifs qui vont avoir besoin d'avoir une très grande quantité de force en un temps très court, et à l'inverse, d'autres, le temps pourrait être un petit peu plus long pour la même force, j'ai envie de dire. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez avoir donc en fait un temps de contact au sol. Donc, vous avez en fait ici le poids du sujet, si vous voulez. Donc, ça c'est la valeur 0. La machine, donc la plateforme de force n'enregistre rien. Vous avez le poids du sujet ici, et puis vous avez la mise en place, si vous voulez, de la force du sujet sur la plateforme. Et là, il décolle et il retombe. Donc, vous avez un temps de contact jusqu'au moment où ici il décolle. Vous avez bien sûr ce temps de vol. Vous avez deux paramètres qui vont être primordiaux, donc ici c'est la force et le temps qui sera obtenu pour cette force. Okay. Et donc ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est de voir un petit peu, si vous voulez, de connaître l'explosivité de ce sportif, puisque ici, si vous avez besoin, par exemple, chez un sprinter, d'avoir une explosivité importante justement au niveau de ce saut, ce qui va se passer, c'est que vous attendez à avoir une force très importante sur un temps très court. Okay. Vous allez avoir d'autres sportifs, par exemple, vous retestez la même chose sur un haltérophile. Il aura également besoin d'une force très importante. Le temps sera sans doute un petit peu plus conséquent. Mais donc, vous allez avoir un autre indice d'explosivité, ou en tout cas, une autre force explosive qui va être mise en place. D'accord ? Et donc, c'est ça qui va être important. Quand nous, on va exprimer ça dans un rapport, vous avez la hauteur de saut qui sera obtenue, qui sera peut-être plus parlante vis-à-vis de l'entraîneur, du préparateur physique, parce que s'il a l'opportunité d'acheter, par exemple, un Opto Jump, c'est ça qu'il va comparer. Mais par contre, en laboratoire, ce que juste l'Opto Jump peut vous donner, la plateforme de force va pouvoir vous donner d'autres choses également, complémentaires, okay, mais qui, bien sûr, ne pourront être testées qu'en laboratoire. Alors, vous avez un autre type d'appareil. Oui, j'ai oublié de spécifier, bien sûr, que ici, bien sûr, c'est uniquement un exercice de squat. Donc, la première vidéo que je vous ai montrée, vous avez un arrêt en bas. Lorsque vous faites le même saut, par exemple, en contre-mouvement, vous avez une phase d'allègement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez avoir votre squat qui va faire ceci, vous allez monter et descendre. Lorsque vous allez faire un contre-mouvement, vous allez avoir une phase d'allègement, si vous voulez. Et puis vous allez reprendre votre augmentation de force, donc votre poussée, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je reviens à ce que je vous ai dit, au contre-mouvement, on s'attend à ce que ça soit un petit peu plus élevé en termes de hauteur de saut. Si c'est bel et bien le cas, c'est parce que justement vous avez cette phase supplémentaire qui va intervenir. D'accord? Donc vous avez cette élasticité qui va permettre de mettre en place justement une force supplémentaire de manière à vous permettre d'aller plus haut. Vous rajoutez encore ça de manière plus conséquente lorsque vous avez un mouvement de bras, puisque vous allez avoir les bras qui théoriquement sont censés pouvoir vous aider à monter plus haut pour autant que la coordination soit bien faite. Okay? Alors, le myotest, pour ceux qui le connaissent, c'est un petit appareil qui est muni en fait d'un accéléromètre, si vous voulez, qui est très facile à utiliser. C'est pas plus grand qu'un GSM, que vous allez pouvoir mettre en place typiquement pour calculer justement différents profils de force-vitesse, puissance-vitesse sur le terrain, donc, par exemple lors de développé couché, lors de squat, ce genre de choses. Il va mesurer la même chose, on va dire, que ce que vous avez par exemple au niveau d'un ergo power, sauf qu'ici on va parler d'une force, et donc à ce moment-là vous allez avoir un facteur limitant, on va dire, que vous n'avez pas avec l'ergo power, parce que l'ergo power, simplement vous déplacez une charge, c'est suffisant, mais comme lui est muni d'un accéléromètre, ça fonctionne tant que vous avez une accélération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites un exercice, par exemple en développé couché, et que le sportif, à un moment, arrive vers des charges vraiment très importantes, il n'y aura plus d'accélération à ce moment-là. Et donc, il va y avoir une erreur qui va s'installer au niveau du petit boîtier et qui vous donnera des résultats qui ne seront plus tout à fait en concordance avec la charge qui sera mobilisée. Donc, vous avez
tout intérêt à utiliser cet appareil-ci, surtout pour des charges moyennes à légères. D'accord ? Alors, au niveau des tests spécifiques sur le terrain, donc je vous ai dit qu'il y en avait deux principalement. Vous avez les tests qui sont faits à base de cellules photoélectriques et les starting blocks. La chose vraiment, on va dire, qui va changer, qui va être excessivement différente entre le chrono manuel, on va dire, et les cellules photoélectriques, c'est que les cellules photoélectriques, vous n'avez pas cette erreur humaine, on va dire, qui est de dire je déclenche par rapport à un signal, par exemple, qui est la personne passe devant vous, vous déclenchez le signal, la personne passe à la ligne d'arrivée, vous arrêtez le chrono. Vous savez que vous avez un temps de latence, si vous voulez, entre le moment où vous voyez quelque chose et le moment où vous réagissez. Cette erreur, bien sûr, vous ne l'avez pas au niveau d'une cellule photoélectrique. Pourquoi ? Parce que vous avez un signal invisible qui passe entre justement la cellule et le réflecteur. Lorsque vous coupez ce signal, le chrono s'enclenche, vous le recoupez, ça s'arrête. Okay ? La petite modalité que vous voyez ici, particularité, c'est simplement que le fait de pouvoir les superposer l'une avec l'autre, vous gommez encore une erreur supplémentaire qui est de dire, sur une simple cellule, la première chose qui passe dans la cellule déclenche le chrono. Donc le réflexe que tout le monde va avoir, c'est au moment où je cours, je fais ça, j'ai déclenché le chrono, mais le corps est toujours en place. Donc c'est simplement ceci qui va permettre simplement, comme vous avez deux signaux, vous avez deux faisceaux invisibles, le chrono ne va s'enclencher que quand les deux faisceaux sont coupés en même temps. Et donc, le seul moyen de le faire, c'est en passant avec le tronc. OK ? Alors, donc ici, c'est simplement un petit explicatif donc, des cellules photoélectriques. Ça, je vous laisserai lire, il n'y a rien de très compliqué à comprendre là-dedans. Et donc, vous voyez différentes modalités dans lesquelles vous pouvez les utiliser lors d'un exercice de sprint tout simple. Okay ? Et à ce moment-là, ça dépend uniquement de votre imagination sur 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres ou 0, 5, 10, 20, 30 mètres par exemple. Et également possibilité de coupler ça par exemple avec des starting blocks. À ce moment-là, on rentre déjà dans quelque chose de beaucoup plus complexe au niveau des tests. Et donc sachez par exemple que au niveau des starting blocks ici que nous possédons au CAPS, il y a des jauges de contraintes, en tout cas des capteurs de force qui sont mis au niveau de chacun des blocs, qui permettent simplement de calculer donc la puissance, la force du moins dans chacun des blocs au moment de la poussée. Combiné bien sûr à l'OptoJump qui va permettre simplement d'analyser la qualité des foulées sur la distance que vous voulez. Donc ça va être et un temps de contact, et la longueur des pas, donc voir un petit peu l'allongement si vous démarrez par exemple d'un départ arrêté, ce genre de choses. Okay ? Donc à ce moment-là, ça fait beaucoup de données vraiment en une fois. Et alors bien sûr ici, donc voilà typiquement le genre de tableau que vous allez obtenir lorsque vous allez par exemple analyser les longueurs de foulée à partir d'un starting block. Vous avez donc forcément un temps de vol, un temps de contact, une longueur de pas qui s'allonge bien sûr au fur et à mesure puisqu'on démarre d'un départ arrêté ici. Et donc voir à ce moment-là qu'est-ce qui va être important d'analyser. Typiquement, il n'y a pas longtemps, par exemple, on a analysé chez Nafissatou Toutiam et Anne Zagré un départ justement en starting block où on démarrait à l'arrêt, il y avait une analyse des premiers pas avant l'attaque de la première haie, une plateforme de force avant la première haie, une plateforme de force après la première haie, et tous ces paramètres-là ont été analysés. Okay ? Ça fait beaucoup de données en une fois, mais on a la possibilité donc justement d'effectuer cela. Mais bien sûr, c'est une demande qui est très spécifique, bien sûr, à une seule discipline, dans ce cas-ci, qui, dans le cas de l'athlétisme, correspond au sprint. Okay ? Alors, ici, par exemple, je vous ai dit, donc au niveau des cellules photoélectriques, on va dire c'est tellement simple à utiliser qu'il n'y a que votre imagination qui va vous limiter, on va dire, au niveau de l'utilisation de cet appareil-là. Mais ce qu'on a pu mettre en place, par exemple, au niveau de différents tests qu'on effectue dans les différents centres de formation, vous avez par exemple un test qu'on a effectué ici avec les rugbymen. Alors, la comparaison s'est faite à quel point de vue ? Simplement sur ce qu'on appelle un 20 mètres étalon, donc une distance étalon dans ce cas-ci, qui a été définie de 20 mètres. Et on a effectué le même test après sur ce même 20 mètres, mais avec changement de direction. Okay ? Et si vous additionnez chacune des longueurs, vous verrez bien qu'on est à 20 mètres. Donc l'intérêt, bien sûr, c'est de voir à quel point, ou en tout cas en fonction bien sûr de la position que vous occupez sur le terrain, puisque bien sûr ici vous n'allez pas mettre des piliers pour ce genre de test, ça ne leur convient pas. Mais par contre, c'était de voir justement quelle est l'incidence, on va dire, que des virages pourraient avoir par rapport à un sprint en ligne droite. Le but, bien sûr, étant d'avoir un ratio qui se rapproche le plus de 1.
Donc d'avoir le moins de perte de temps par rapport justement à une distance virage et sans virage. Okay, et le même genre de test qui a été effectué avec les joueurs de tennis au centre à Mons, où là le but c'était quoi? C'était de pouvoir effectuer en fait un sprint en ayant toujours les épaules parallèles au filet. Okay, donc à ce moment-là, vous aviez des déplacements qui étaient et en ligne droite, latérale, en arrière, latérale, et ainsi de suite. Okay, et de pouvoir bien sûr comparer ça par rapport à 10 mètres en ligne droite. Ou également faire ce même test avec et sans raquette. Okay, donc à ce moment-là, différents indices que vous allez pouvoir obtenir, lorsqu'on reprend le premier test avec les rugbymen par exemple, on aura une distance, donc 20 mètres linéaires versus 20 mètres changement de direction. On a à ce moment-là un indice de coordination de course qui va pouvoir être obtenu. Même chose, par exemple, vous faites le même test avec des basketteurs, par exemple, où vous allez avoir une performance 20 mètres linéaires sans ballon et une performance 20 mètres linéaires avec ballon. Quelle est la perte engendrée, justement? On sait qu'il y en aura une. Bien sûr, le but, c'est de rendre cette perte la plus petite possible. Okay, et donc là, à ce moment-là, on va parler d'un indice d'habilité technique. Okay, vous voyez que ce sont des choses qui sont très faciles, qui peuvent être mises en place très facilement. Bien sûr, monsieur et madame tout le monde, avec un chrono, vous allez avoir une erreur, bien sûr, plus importante que si vous le faisiez avec des cellules photoélectriques, mais ce sont des tests qui peuvent être mis en place très facilement. Alors, autre type de test qui a été mis en place également à Mons avec les joueurs de tennis, vous avez donc en fait ici un appareil qui est composé en fait de diodes donc luminescentes. Et le principe ici, c'est de dire, je démarre fond de cours en sprint, je fais une reprise d'appui ici au centre, et au moment de passer en reprise d'appui ici au centre, j'ai un signal lumineux qui s'allume soit à gauche, soit à droite. À ce moment-là, le sportif doit réagir en passant la porte correspondante au signal lumineux s'étant allumé, donc soit à gauche, soit à droite. Ce type de test a pu se faire en disant, ben voilà, tu fonces, tu décides du côté où tu vas. On complexifie un petit peu la tâche en disant, tu fonces, tu réagis correctement par rapport au signal lumineux. Ça s'allume à gauche, tu vas à gauche, ça s'allume à droite, tu vas à droite. Et on complexifie encore la tâche en disant, tu fonces, ça s'allume à gauche, tu pars à droite. Ok ? Donc on complexifie un petit peu la tâche, mais ça nous permet également de nous rendre compte par rapport à différentes situations, comment le sportif va réagir. Et je pense que dans beaucoup de sports, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, très important. Okay. Autre chose, autre matériel qu'on a également, ce sont des plaques de contact en fait, qui consistent simplement, je pense que vous connaissez les systèmes qu'on appelle Fit Light Trainer, où vous voyez une diode s'allumer, vous allez devoir l'éteindre et ainsi de suite, et vous avez un temps qui est obtenu. Donc c'est vraiment un exercice de temps de mouvement, si vous voulez, analyser le temps de mouvement de la personne, aussi bien d'un point de vue membre inférieur que membre supérieur. Donc justement, il y a pas mal de sports, comme dans les sports collectifs, le basket par exemple, le futsal, ou même tous les sports de combat, pour lesquels c'est quand même quelque chose de très très important. Okay. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a aucune bête question, et je ne mords pas.